Alors pourquoi, et ce sera ma deuxième question, avoir fait le choix de dissocier le pacte de la famille? Une famille, mesdames et messieurs les députés, ce n'est pas simplement deux individus qui contractent pour organiser leur vie commune. C'est bien plus que cela. C'est l'articulation et l'institutionnalisation de la différence des sexes. C'est la construction des rapports entre les générations, celles qui nous précèdent et celles qui vont nous suivre. La famille, c'est aussi la promesse, la venue de l'enfant, et celui-ci, justement, nous inscrit dans une histoire qui n'a pas commencé avec nous et qui ne se terminera pas avec nous. En revanche, le pacte civil de solidarité est un contrat qui concerne deux personnes qui vivent ensemble sans être mariées. Il a pour objet l'organisation de leur vie commune. Nous reconnaissons, sans discrimination aucune, une même valeur à l'engagement de ces deux personnes, qu'elles soient hétérosexuelles, homosexuelles ou qu'elles n'aient d'ailleurs pas de lien charnel entre elles. Il fallait donc trouver une formule qui permette d'exprimer cet engagement et de le gratifier de nouveaux droits. Mais il fallait aussi bien marquer qu'au regard de l'enfant, couples homosexuels et hétérosexuels sont dans des situations différentes. Je le dis ici devant vous, mesdames et messieurs les députés, la non-discrimination n'est pas l'indifférenciation. Le domaine dans lequel la différence entre hommes et femmes est fondatrice et constitutive de l'humanité, d'ailleurs de sa survie, c'est la filiation. Voilà pourquoi le PACS ne légifère pas sur l'enfant et la famille. Voilà pourquoi, en raison de choix faits en toute connaissance de cause, le PACS ne concerne que le couple et lui seul. Voilà la réalité du texte dont nous discutons aujourd'hui. Alors, les opposants au PACS, qui ne se contentent pas de cette réalité, agitent des menaces. Le PACS, d'abord, serait dangereux pour le mariage. Mais vous le savez bien, mesdames et messieurs les députés, ce n'est pas le PACS qui est dangereux pour le mariage. Celui-ci est confronté depuis longtemps déjà aux évolutions de la société. Crainte de s'engager pour la vie, peur d'évoluer différemment de l'autre, entrée de plus en plus tardive pour les jeunes dans l'indépendance financière, acceptation par la société de la cohabitation, volonté aussi souvent de ne pas faire sienne la famille de l'autre. Mais malgré toutes ces difficultés, je crois profondément que le mariage reste un idéal et qu'il conserve encore de bons jours devant lui. Reconnaître pour les couples qui le voudront un engagement différent de celui du mariage conduira-t-il les jeunes à délaisser encore plus celui-ci? Je ne crois pas que cette possibilité d'organisation nouvelle de la vie de couple fragilise le mariage. Dans le pacte, pas de célébration, pas de solennité, pas de devoir de fidélité, pas de volonté de s'inscrire dans l'histoire familiale commune. Le mariage est fondamentalement différent et ceux qui souhaitent se marier le feront demain comme ils le font aujourd'hui. Je suis même convaincue que beaucoup de ceux qui ne voulaient pas se marier et qui adopteront le pacte vont constater qu'un lien juridique est après tout à fait supportable et que, pourquoi pas, le mariage est à leur portée. D'un engagement limité, je suis sûre que certains pourront passer plus facilement à un engagement plus fort. En deuxième lieu, on entend dire que le pacte de solidarité serait dangereux pour la famille et de ce fait pour la société. Mais en réalité, le choix qui a été fait de dissocier pacte et famille, et c'est ce choix-là qui est devant vous. Car lorsqu'on légifère sur la famille, en effet, on légifère forcément aussi sur l'enfant. Le PACS ne change rien au droit actuel de la famille, car la seule cohabitation de deux individus, pacte ou non, ne fait pas une famille. C'est donc volontairement que le PACS est sans effet sur les règles de la filiation, de l'autorité parentale et sur les droits de l'enfant.
Enfin, certains s'inquiètent de ce que l'enfant serait oublié. Vous savez, et je viens de dire pourquoi, j'ai choisi de traiter par ailleurs le droit applicable à l'enfant. Mais parce que c'est évidemment un très important sujet, parce que je comprends que l'on se soucie de l'enfant lorsqu'on légifère sur le couple, j'ouvre ici une parenthèse. L'enfant est pour moi un souci absolument prioritaire, parce que notre société ne protège pas assez ses droits. Parce que notre société ne protège pas assez les droits de l'enfant. Parce que notre société, en même temps qu'elle proclame l'enfant roi, soumet trop souvent celui-ci au désir de l'adulte. C'est pour toutes ces raisons que j'ai mis en place un groupe de travail sur le droit de la famille où je souhaite que les travaux soient abordés sous l'angle fondamental de la relation de l'enfant, d'abord de l'enfant, avec ses parents. Un enfant a droit à un père et une mère. Ce droit de l'enfant ne peut pas dépendre du statut juridique du couple de ses parents. Vous le savez d'ailleurs comme moi. Aujourd'hui, la situation de l'enfant légitime qui vit avec ses deux parents est plus proche de la situation de l'enfant naturel qui lui aussi vit avec ses deux parents que de celle de l'enfant légitime de deux parents divorcés ou séparés. C'est au regard de ces évolutions récentes que je souhaite que soient étudiées les règles de la filiation, de l'autorité parentale et les droits de l'enfant, et non au regard d'un contrat qui n'a aucune conséquence sur la parenté et sur la filiation. Le pacte civil de solidarité n'est à l'égard de l'enfant ni un atout ni un obstacle. Si un couple ayant signé un pacte a des enfants, il faudra que chacun des parents le reconnaisse pour que la filiation soit établie. Ils exerceront leur autorité parentale sur l'enfant dans les mêmes conditions que les autres parents naturels. S'ils se séparent et ne sont pas d'accord en ce qui concerne l'enfant, il faudra qu'ils s'adressent, comme aujourd'hui les concubins, au juge des affaires familiales. La situation de l'enfant n'a pas été traitée par le PACS parce que l'État ne saurait faire de différence entre les enfants de concubins selon qu'ils sont ou non signataires d'un pacte. Et je souhaite d'ailleurs que, poursuivant une évolution déjà entamée, notre droit ne fasse plus de différence entre les enfants selon que leurs parents sont ou non mariés, selon que leurs parents vivent ou non sous le même toit. Dès lors que les droits de l'enfant doivent être consolidés, et ce, quelle que soit la situation juridique du couple de ses parents, il est légitime de porter un seul regard, je dis bien un seul regard, sur la situation des enfants, que leurs parents soient ou non mariés, qu'ils soient engagés dans un PACS ou simples concubins. Et c'est bien parce que le PACS ne peut, en tant que tel, traiter de la filiation ou de l'autorité parentale qu'il importe de traiter par ailleurs ces très importants sujets. Enfin, certains ajoutent encore une menace. Le pacte ne serait qu'une première étape vers le droit à la filiation pour les couples homosexuels. Ceux qui le prétendent sont libres d'exprimer leur opinion personnelle, ils n'engagent qu'eux-mêmes. Le gouvernement a voulu, je l'ai dit, et c'est un choix réfléchi et déterminé, que le pacte ne concerne pas la famille. Comment alors pourrait-il avoir un effet sur la filiation? Sur ce sujet, je veux être parfaitement claire. Je reconnais totalement le droit de toute personne à avoir la vie sexuelle de son choix. Mais je dis avec la plus grande fermeté que ce droit ne doit pas être confondu avec un hypothétique droit à l'enfant. Un couple, qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel, n'a pas de droit à avoir un enfant en dehors de la procréation naturelle, bien entendu, qui, elle, implique nécessairement un homme et une femme.
Les lois récentes sur la procréation médicalement assistée ont été l'occasion de tracer les limites du droit à l'enfant comme source de bonheur individualiste. Elles ont clairement indiqué, et je partage ce point de vue, que les procréations médicalement assistées ont pour but de remédier à l'infertilité pathologique d'un couple composé d'un homme et d'une femme. Elles n'ont pas pour but de permettre des procréations de convenance sur la base d'un hypothétique droit à l'enfant. Je reconnais aussi totalement le fait que des homosexuels doivent continuer à s'occuper des enfants qu'ils ont eus avec un partenaire de sexe différent, même s'ils vivent ensuite avec un ou une compagne de même sexe. En disant cela, j'affirme que la paternité ou la maternité confèrent des obligations qui ne peuvent pas cesser. Mais une chose est de maintenir un lien de parenté déjà constitué entre parents et enfants. Toute autre chose est de permettre, en vertu de la loi, l'établissement d'un lien ex nihilo entre un enfant et deux adultes homosexuels. Dans le premier cas, celui de la parenté constituée par la procréation naturelle, il s'agit d'une solution conforme à l'intérêt de l'enfant qui a le droit de conserver son père et sa mère lorsque ses parents se séparent et quels que soient les motifs de cette séparation ou de l'orientation sexuelle postérieure des adultes. Dans le second cas, il s'agirait de créer de toutes pièces, par le droit, une mauvaise solution. Pourquoi l'adoption par un couple homosexuel serait-elle une mauvaise solution? Parce que le droit, lorsqu'il crée des filiations artificielles, ne peut, mesdames et messieurs les députés, ni ignorer, ni abolir la différence entre les sexes. Cette différence est constitutive de l'identité de l'enfant et du sens de cette identité. Qu'est-ce que ça signifie pour moi d'être un homme, d'être une femme? Je soutiens, comme de nombreux psychanalystes et psychiatres, qu'un enfant a besoin pour sa structuration psychique, sociale et relationnelle d'avoir face à lui, pendant sa croissance, un modèle de l'altérité sexuelle, un référent homme et un référent femme. Un enfant adopté, déjà privé de sa famille d'origine, a d'autant plus besoin de stabilité que l'on crée pour lui, en vertu de la loi, une difficulté supplémentaire liée à son milieu d'adoption. Mon refus de l'adoption pour des couples homosexuels, vous l'avez compris, mesdames et messieurs les députés, est fondé sur l'intérêt de l'enfant, sur son droit à avoir un milieu familial où il puisse structurer son identité et épanouir sa personnalité. C'est ce point de vue que je prends en considération et non le point de vue des couples, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels. Je n'ignore pas les procès d'intention non plus sur un éventuel après de cette proposition de loi qui préparerait des évolutions plus fondamentales de notre droit. Ce texte, a-t-on pu lire ici ou là, serait une valise à double fond. Je voudrais dire ici que je m'élève avec la plus grande énergie contre de telles insinuations. Les mots, je crois, ont un sens. Ce vocabulaire de contrebande qui ferait croire que ce texte cacherait autre chose et que vos rapporteurs et le gouvernement exerceraient une fraude à la loi est inacceptable. Bien au contraire, le débat que nous allons avoir doit être conduit en toute clarté et je souhaite que les mises au point que je viens de faire y contribuent. Ce qui est en discussion aujourd'hui, c'est un texte de 12 articles qui permettra d'offrir des droits nouveaux à 2 personnes ayant fait un choix de vie commune, pas plus, pas moins. Je vous demande de vous prononcer sur ce texte réel et non sur je ne sais quelle évolution ou sur je ne sais quel hypothétique projet virtuel. Je laisse ces conjectures à ceux qui se complaisent dans les fantasmes.
Certains auraient voulu que le texte aille plus loin, d'autres, à droite, ont fait savoir que s'ils revenaient au pouvoir, ils feraient abroger cette loi. Nous verrons bien alors ce que diront les couples qui auront choisi de souscrire un PACS. En ce qui concerne le gouvernement, son engagement est clair, comme l'est le texte qui vous est soumis. Je crois que le